La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous êtes bien sur la voie d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro pour mon émission Une heure ensemble. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Chenel. Fanny, bonjour. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui littérature, puisque Fanny, tu es écrivaine, je ne sais pas si on dit... Écrivaine et scénariste. Exactement. Et tu as sorti un livre dernièrement qui s'appelle Le Berceau. Nous allons en parler durant l'émission. Nous allons également parler justement de ton aspect scénariste avec des scénarios que tu as écrits pour le grand écran. Tu nous parleras également d'un livre que tu as écrit il y a quelques années qui était déjà adapté au cinéma avec Fanny Ardant. Puis tu nous parleras également de tes projets. Voilà, donc c'est parfait, ça me va. Voilà, tout ça c'est le programme de l'heure qu'on va passer ensemble. Donc dans un premier temps, Fanny, je vais t'inviter à te présenter puis à expliquer un petit peu ton parcours et puis surtout ta passion pour la littérature. Oui, alors moi je suis donc boulonnaise depuis maintenant une quinzaine d'années, parisienne depuis 20 ans et j'habitais auparavant, j'ai grandi en Normandie. Dans mon berceau natal que j'évoque, là, dans le livre que je viens de sortir, dans une petite ville portuaire qui s'appelle Cherbourg, bien connue pour ses parapluies. Et la passion de l'écriture, elle a été là très tôt, sans nécessairement que je verbalise les choses, ou en tout cas, c'était pas forcément une vocation. C'est compliqué, on se dit pas qu'on va devenir écrivain, c'est plutôt un rapport intime qu'on entretient avec l'écriture. Mais déjà très jeune, tu lisais beaucoup déjà... Je lisais beaucoup, j'étais la petite sœur, j'avais 2 grandes sœurs, dont l'une en particulier était boulimique de lecture, mais vraiment boulimique. On l'a traitée de liseuse, on me disait, mais elle était toujours avec ses livres. Et à la fois, moi j'étais fille de professeur, mes 2 parents étaient professeurs. Oui, j'étais dans un environnement culturel où le livre était très présent. J'adorais aller à la bibliothèque, à la médiathèque de ma ville. Et j'aime toujours énormément les médiathèques de Boulogne et j'y emmène mes enfants. On s'y croise, c'est pour ça. Ouais. Et non, mais aussi avec ce plaisir, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout... Il y avait à la fois une sacralité du livre, de la littérature, une fascination pour ce que ça incarnait. Et en même temps, c'était un espace d'appropriation, un vrai terrain de jeu. C'est-à-dire que dans une médiathèque, comme dans celle du quartier où j'habite dans le Trapèze, il y a des coussins sur lesquels on peut s'allonger, il y a de la couleur, c'est attractif, c'est ludique, on va se servir. Et moi, avec mes sœurs, on allait plus loin, on construisait des villages en livres. Il y avait les commerçants, les différents commerçants qui étaient incarnés par des livres comme ça. Donc c'était un tremplin déjà pour l'imaginaire. Et dès que j'ai commencé à savoir écrire assez jeune, je me souviens, j'ai dû essayer d'écrire un premier roman. Je ne sais pas si je l'intitulais comme ça, mais en tout cas une vraie histoire. Je devais avoir tout juste 6 ans. Ça n'a pas été publié, ça n'est pas passé à la postérité, mais ça manifestait une vraie appétence, un vrai goût pour l'écriture. Et puis quand je suis arrivée à Paris pour être comédienne initialement, d'ailleurs j'ai un peu gagné ma vie comme ça, sans faire des choses extraordinaires, mais enfin ça a été un peu mon métier. Et parallèlement à ça, je faisais un DEA de lettres à Jussieu. À Paris 7 et il y avait un concours, j'avais vu une affiche comme ça, concours de nouvelles, la nouvelle universitaire de France organisée par le Crous de Paris et d'ailleurs sur tout le territoire et je m'étais inscrite en me disant tiens, il y a un thème, je me souviens même plus du thème, mais qui m'avait un peu inspirée. Il y avait des contraintes, puis surtout c'est un petit rendez-vous, c'était anonyme. Donc on est très préservé, on envoie sa petite nouvelle, on met ça dans un coin de sa tête. Et il se trouve que c'était la première fois que je faisais lire quelque chose et que je l'ai gagné. Et c'était à l'époque la rédac chef de Télérama qui remettait le prix. C'était assez prestigieux. Je m'étais acheté, en plus c'était doté, je m'étais acheté mon premier ordinateur avec ce prix symboliquement. Ça voulait dire beaucoup de choses. Par la suite, les rencontres ont fait que j'ai commencé à travailler pour le cinéma dans la production audiovisuelle. Donc j'ai mis un petit peu de côté ce désir d'être publié, d'écrire. Je n'ai pas soumis de romans à qui que ce soit.
Mais Puis d'être c'est mise à revenu. l'image, quand on est scénariste, c'est différent, c'est notre approche. Oui, alors j'étais pas encore scénariste à ce moment-là. J'étais conseillère artistique. Ah d'accord. Voilà, je travaillais pour des productions de cinéma, des gros producteurs d'ailleurs, y compris avec les États-Unis. À la fois, je lisais tous les scénarios qu'on recevait. J'étais un peu talent scout, c'est-à-dire qu'on cherche les nouveaux talents, les nouveaux projets. D'accord. Voilà, directrice du développement, on appelle ça aussi. J'ai fait ça quelques années, mais le désir d'écrire mes propres projets revenait, voilà, était de plus en plus fort. Et j'ai commencé à écrire un roman dans ces années-là, le soir. Alors, c'était un métier assez mobilisant. Mais j'avais pas encore d'enfant, donc j'arrivais à trouver le temps d'écrire des romans la nuit et de travailler le jour. Et je l'ai je l'ai envoyé à différentes maisons d'édition. J'ai eu un retour très, très positif, notamment d'Albin Michel. Et j'ai signé avec eux pour la parution de mon premier roman. C'était déjà il y a un petit moment. Hein, il est paru en 2011, ce premier roman. Et comme là, j'avais cette expérience dans le cinéma, j'en ai profité aussi pour dire, moi, j'avais pas mal de réseaux, de producteurs que je connaissais. J'ai un texte qui, semble-t-il, serait adaptable au cinéma. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, il y a beaucoup de producteurs qui ont été intéressés. Et j'ai dit, moi, je peux le faire, je peux l'écrire. Et en effet, l'essai s'est avéré concluant. Et j'ai travaillé avec Marion Vernou, qui est une réalisatrice que j'aime beaucoup, avec qui, depuis, j'ai collaboré sur différents films. Alors ça, on va en venir après. Voilà, je suis très bavarde. Mais non, t'es pas bavarde, t'es comme moi, t'es une passionnée. Donc je savais. Mais c'est parce que on va en parler juste après la première pause musicale de ton premier roman qui justement été adapté au cinéma. Oui. Mais je voulais revenir un petit peu sur ta passion de l'écriture quand tu nous parlais de ton parcours. À quel moment, tu m'as dit que tu as fait des études et tu as fait également une école de cinéma, c'est ça ? Alors, oui. Non, mais c'est-à-dire à quel moment tu t'es dit que l'écriture allait devenir entre guillemets, ton gagne-pain principal, alors qu'à la base, tu as fait une école de cinéma pour la réalisation, c'est ça ? Alors non, j'ai fait une école, j'ai été au cours Florent en tant que comédienne, j'ai fait ce Master 2 de lettres qu'on appelait dans ma préhistoire un DEA. Non, je sais pas, j'étais curieuse de tout et je le suis toujours d'ailleurs. Hein. Je me cantonnais pas nécessairement à une discipline, mais on comprend pas nécessairement tout de suite. La vocation était certainement là depuis le départ, mais je ne l'analysais pas comme ça. Je veux dire, quand tu étais au lycée, ton conseiller d'orientation, tu disais pas je veux devenir écrivaine. Voilà, c'était pas. Non, c'est pour pas toi, un métier pas complètement métier, répertorié. Cela dit, j'avais déjà une spécialisation dans le théâtre à ce moment-là. Je lisais beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que ça allait être dans le milieu artistique. Oui, ça c'est sûr. Ça, non, sûr. je voulais vraiment être comédienne. J'ai décidé que j'allais être comédienne quand j'étais toute petite. Là, je devais avoir 6-7 ans. C'était une vocation assez précoce, mais qui disait l'amour d'une petite fille pour l'art en général, fondamentalement. Quand je suis arrivée à Paris et que je me suis un peu confrontée au casting, aux agences, qui me réduisaient toujours un peu à une image. Oui, tout à fait. Et c'était difficile parce que finalement, je passais pas du tout d'audition pour des rôles et des œuvres qui me passionnaient. J'avais un rapport au texte très fort et on me faisait dire bonjour monsieur le commissaire, enfin des choses qui étaient quand même pas exaltantes. Et en même temps, il fallait en passer par là. Mais ça a aussi été des années qui m'ont forgé et j'ai acquis plein d'expériences. C'était très riche aussi comme période, mais c'était aussi source de désillusion parce que j'arrivais avec une idée très fantasmée de ce métier-là. Et l'écriture a été une échappatoire, un refuge. Ça a toujours été un endroit où c'est marrant parce que les gens me passionnent et je pense que j'écris pour essayer de décrypter, d'analyser les ambivalences, les nuances que les gens ne montrent pas, leurs émotions, d'avoir une lecture assez émotionnelle du monde, mais qui finalement soit aussi une manière de le penser, ce monde. Et paradoxalement, l'écriture est quand même un endroit où on est très solitaire. Mais disons que je peuple cette solitude de personnages et d'un imaginaire riche suffisamment pour que ça m'équilibre. Oui, mais tu peux exploiter au mieux, puisque ce que tu m'expliquais, c'était quand tu passais les castings, effectivement,
tu as un rapport au texte qui est important et puis on te faisait dire des phrases extrêmement banales et du coup, tu t'épanouissais pas. Non. Mais du coup, dans l'écriture, là, tu es totalement libre. Ah oui, tu es complètement. libre vraiment Non, mais c'est merveilleux. de pouvoir exploiter toutes les idées que tu as envie de. Dans le roman, on est démiurge. Voilà, c'est ça. On peut même imaginer que ça finit bien à la fin. C'est quand même formidable. Non, c'est un espace de liberté extraordinaire. Extraordinaire. Et. Mais avec ce rapport un peu au cinéma quand tu écris, c'est-à-dire que je ne pense pas nécessairement. C'est une question qu'on me pose beaucoup parce que comme je suis scénariste, ça influence mon écriture. Voilà. Est-ce que quelque part tu vas, on va dire, visualiser la scène comme si elle était portée à l'écran pendant l'écriture? Parce que j'avais eu l'occasion de discuter dans le cadre d'une autre émission avec un autre auteur qui, lui, par exemple, avait une vision très, on va dire, très cinématographique, pardon. C'est-à-dire que il va imaginer la scène et puis il va même imaginer la musique qui irait avec pour mettre en... Pour mettre en scène. Dans un scénario, pas dans un roman. Non, dans un roman, justement. Ah oui, lui a cette approche-là. Après, c'est. Alors moi, je fonctionne vraiment avec des jalons sensoriels, visuels en particulier, mais aussi de l'ordre de la musique. Mais c'est pas tout n'est pas transposable au cinéma. C'est-à-dire que oui, j'ai une dramaturgie où il y a vraiment un sens de l'intrigue dans mes romans, du rythme. Ce sont des livres qui avancent et qui généralement donnent envie de tourner les pages, en tout cas j'espère, quand ça fonctionne. Et oui, je fonctionne aussi par unité de lieu et de temps, par chapitre, donc il y a quelque chose qui s'apparente à la séquence de film, tout à fait, de ce point de vue-là. Mais à la fois, j'attache beaucoup d'importance à la musicalité de la langue, et du rythme intrinsèque à la langue, à l'aspect littéraire. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas transposer directement dans le scénario. Et puis, on en reparlera probablement par la suite. Mais c'est vrai que malgré tout, ce sont deux exercices très différents d'écrire un scénario et un roman. Même si la passerelle, elle est assez évidente entre mes romans et les films. Les deux s'influencent. Tu fais la transition parfaite, vu qu'on va faire la première pause et après on va parler de l'adaptation au cinéma de ton premier roman. Fort bien. L'artiste que tu veux nous faire découvrir aujourd'hui, parce que c'est mon habitude, je demande à l'invité de nous faire découvrir un album. Dis-nous. Ça s'appelle Balthazar. Et alors je ne connaissais pas, c'est un groupe, c'est un groupe belge, je crois que c'est leur 4e ou 5e album. Et alors, j'écoute pas beaucoup de musique quand j'écris parce que tout me perturbe. D'accord. Donc malheureusement, comme j'écris beaucoup, j'écoute pas autant de musique que je le voudrais. Mais non, j'aime bien, je trouve ça chouette, ça me donne la patate et en même temps, je trouve ça riche musicalement. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on va faire découvrir à nos auditeurs. Et donc, le premier morceau, Fever. C'est parti. Tout simplement. Balthazar, tout de suite, sur la voix d'Ambroise Paré. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro pour mon émission 1 heure ensemble. Et aujourd'hui, nous la passons avec Fanny Chenel, qui est écrivaine et scénariste. Alors, nous parlions dans la première partie de l'émission de ta passion pour l'écriture depuis toute petite. Nous avons parlé un petit peu de ta formation de comédienne, de scénariste. Et donc, on parlait de ton premier roman qui s'appelle Une fille aux cheveux blancs. Une jeune fille aux cheveux blancs. Une jeune fille aux cheveux blancs, pardon, paru en 2011 chez Albin Michel. Oui. Et c'est un roman qui a été adapté au cinéma. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est fait entre... la parution du roman, comment tu as été contactée finalement? Non, ça a été très vite, c'est-à-dire que j'avais déjà plusieurs intérêts de réalisateur et de producteur avant la parution de ce roman. D'abord pour plein de raisons qui relèvent de l'édition. Ce livre devait paraître un an plus tôt. En fait, j'ai fini de l'écrire, j'avais 28 ans et il est paru, j'avais 30 ans, quoi. Bon. Et dans ce laps de temps-là, il y avait déjà plusieurs intérêts du côté du cinéma. Et on a commencé à travailler sur l'adaptation, à signer les contrats d'adaptation, les sessions de droit, etc., avant même la parution de ce roman. Mais ça, c'est par ton réseau, du coup, ton réseau professionnel, c'est ça? Et aussi parce que c'était un sujet qui rencontrait l'époque. Moi, je m'intéresse beaucoup aux sujets d'actualité, même si je les traite dans la sphère
intime et par le biais de la fiction. Et c'était... Parce que le pitch en 2 mots Le pitch en 2 mots, c'est l'histoire tout simplement d'une femme de 60 ans qui part à la retraite, qui était dentiste, passionnée par son travail, et ses filles bienveillantes et en même temps très intrusives s'inquiètent de ce qu'elle va faire de ses journées et se disent qu'il faut absolument l'inscrire en cadeau, c'est très très bien, à un club pour seniors, d'activités, d'aquarelle, de peinture sur soie, de yoga et que sais-je. Sauf que elle accepte ce cadeau et elle s'y rend de bien mauvaise grâce dans ce club parce qu'elle avait plutôt envie d'écrire cette page blanche comme elle en avait envie, mon héroïne Caroline, qui a été interprétée par la suite par Fanny Ardant. Et d'ailleurs, elle va réécrire sa propre histoire à sa manière et d'une manière tout à fait audacieuse et singulière, en tout cas pas du tout telle que l'imaginaient ces 2 grandes filles si bien intentionnées, parce que oui, c'est une grand-mère qui adore garder ses petits-enfants et être envahie par eux et par ses filles, et à la fois c'est aussi une femme de 60 ans qui profite de cette période un peu charnière de sa vie pour se réinventer. C'est un livre sur la réinvention de soi qui aborde cette période. Moi, c'est des âges qui me passionnent. D'ailleurs, dans le roman que je viens de sortir, c'est encore le personnage à 65 ans. Et dans le prochain, c'est un adolescent, mais c'est fondamentalement pas si éloigné. Ce sont des périodes de transition. C'est toujours très intéressant de voir dans ces grands tournants de la vie comment les personnages peuvent se redéfinir et aussi à la faveur d'événements un peu extraordinaires, romanesques en tout cas. Et quand tu as écrit ton roman, tu imaginais qu'il pourrait être porté à l'écran? Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est dans la façon d'écrire ce lien entre une écriture scénaristique et une écriture d'un roman, il y a quand même des différences. Est-ce que quand tu as écrit ce roman, tu imaginais qu'il pourrait être porté à l'écran? Je savais que c'était un sujet de société qui risquait d'intéresser nos amis producteurs. Et est-ce qu'il faut le réécrire? Et que c'était un grand rôle parce que Fanny, donc mon personnage Caroline, j'étais vraiment dans une narration à la première personne. On ne la quittait pas. On était dans le point de vue de cette femme. Dans aussi son désarroi, mais aussi sa capacité à réenchanter un peu cette situation. C'est un livre qui est très porteur de comédie, donc j'avais conscience que de ce point de vue-là, ça risquait d'intéresser les producteurs. Et effectivement, Fanny Ardant était de chaque plan, donc il y a tout à coup une promesse, la rencontre entre un personnage et une grande actrice qui était intéressante, vraiment, et elle y est allée à fond. C'est une grande dame, elle était très généreuse dans le travail, Fanny, dans les lectures, en préparation. Alors moi, j'étais pas la réalisatrice, bien sûr, mais c'est un tournage, un film sur lequel je me suis énormément impliquée. Tu assistais au tournage au quotidien? Oui, je suis allée. J'ai même joué un petit peu dedans pour rigoler. Hein. J'ai fait des petites interventions comme ça. Ça nous amusait. C'est là où tu as sorti ta phrase, c'est à vous commissaire? C'est ça que tu me disais tout à l'heure? Je m'étais écrit un autre texte. Ah d'accord. Enfin bon, c'était pas non plus. Je m'étais pas réservé les plus grandes répliques du film non plus. Hein. Mais non, mais c'est-à-dire que là, j'étais un peu aussi garante du réalisme, non, parce que la réalisatrice, elle n'avait pas besoin de moi pour avancer. Hein. C'est une grande fille, Marion Verneau, elle est très douée, mais c'était intéressant dans l'échange. Elle est très à l'écoute, on s'entend super bien, et elle me laissait aussi de la place dans l'échange, dans toutes les étapes de la préparation. Et même si je venais un peu comme une touriste sur le tournage, j'avais une vraie légitimité. Parce que tu as dû réécrire le scénario, c'est ça? C'était par rapport au roman de base? Oui, ah non, ça n'a rien à voir. Oui, c'est un travail c'est des mois et des mois. Et c'est toi qui as retravaillé? Oui, j'ai écrit le scénario également. Donc c'est-à-dire que tu es parti de ton roman, tu as dû adapter ce roman en scénario de cinéma dans un premier temps, avant qu'il soit porté à l'écran. C'est-à-dire qu'on n'adapte pas un roman tel quel, c'est ça? Ah non, on ne filme pas les pages. Non, c'est-à-dire que d'abord, il y a 2 différences fondamentales. Un roman, c'est une œuvre finale, c'est l'œuvre. Voilà, le roman, il a été écrit, on le lit, alors qu'un scénario, ça n'est pas destiné à être lu. C'est une œuvre, c'est une étape dans une œuvre collective. Il y a d'abord un scénario, puis un tournage, puis une réécriture encore un peu au montage, parce qu'on peut faire raconter plein de choses au rush ensuite en montant le film. Donc il y a comme ça tout un tas d'étapes successives.
dont le scénariste est à l'origine, mais vous voyez, tu vois, ça évolue au cours du temps. Et le scénario, par ailleurs, en général, un film, les distributeurs nous demandent que ça dure à peu près 90 minutes. Alors Tout à fait, parfois, Keshish, lui, il en fait 2h30 ou quelques autres, et c'est formidable, mais la plupart du temps, on a 90 minutes. Bon, un roman, ça se lit pas en 90 minutes. Enfin, même si ça se lit vite, c'est certainement pas dans... Puis c'est pas nécessairement le même rythme, un Et roman. c'est pas le même on va le lire rythme. peut-être dans le métro, on va le lire un petit peu chaque soir. Oui, et puis Donc, on a accès à l'intériorité. On le morcelle beaucoup plus finalement qu'un film où on le voit d'une traite, le film. Bien sûr. Donc c'est absolument pas le même rythme. C'est pas le même rythme, tout à fait. Il y a des règles un peu de construction dans la dramaturgie d'un scénario. Il y a l'acte 1, l'exposition qui doit être un peu nerveuse. L'acte 2 avec des enjeux, des obstacles, un climax, et puis inversement. Et puis l'acte 3 qui amène la résolution. Tout ça, c'est un peu codifié, et alors que dans le livre, pas du tout. Dans le livre, on peut faire parler facilement un personnage en monologue intérieur, c'est-à-dire qu'on pénètre surtout dans un livre à la première personne, dans l'intériorité du personnage, alors que il faut après dans le scénario que ça puisse être restitué par des situations qui explicitent les dilemmes moraux qu'éprouvent les personnages, et que la caméra puisse rendre compte des doutes qui traversent les personnages, de leurs émotions. C'est aussi tout le talent de la mise en scène, mais tout ça se prépare et ça s'incarne et ça se pense. Donc il y a des conflits qui doivent être illustrés beaucoup plus. On ne peut pas se contenter de dire les choses, il faut les montrer à l'image. Et puis il y a des choses qui évoluent, et moi j'aimais bien c'était comme une prolongation à mon travail. Tout à coup on a transformé le personnage, voilà, dans le livre, dans La jeune fille aux cheveux blancs, mon héroïne Caroline fait la rencontre d'un jeune professeur d'informatique qui va faire un peu plus que l'initier au mystère d'Internet, et cette rencontre est déterminante, et c'était Laurent Lafitte, que j'aime beaucoup, Laurent qui incarnait Julien, mon personnage, et on l'a beaucoup transformé par rapport au roman de départ, dans le scénario, dans le film, pour plein de raisons. Et Patrick Chenet, qui incarnait le mari, lui en revanche était très fidèle au personnage de mon roman. Puis sont apparus d'autres personnages secondaires. Il y en a qu'on a remontés, qu'on aimait beaucoup dans le roman, et on leur a fait prendre plus d'importance. À l'inverse, d'autres on les aimait bien, mais il n'y avait pas la place. Enfin voilà, il y a plein de choses qui évoluent, et c'est vraiment un travail de recréation, quoi. Et est-ce que c'est toujours l'auteur du roman qui réécrit le scénario du film, ou... Non, pas si fréquemment d'ailleurs. Il se trouve que moi j'ai les deux casquettes, romancière et scénariste. C'est pas la majorité. C'est pas si commun, d'accord. Non. Et puis comme il faut aussi accepter de prendre une distance par rapport au roman, c'est pas toujours simple. Oui, parce que c'est source de renoncement aussi. Comment tu pouvais pas être tout à fait objectif, je pense, parfois. Non, je l'étais pas, mais... Est-ce que la réalisatrice, des fois, je dirais pas te recadrait, mais en tout cas te limitait peut-être des fois dans des choses, ou est-ce qu'on t'a laissé vraiment libre? Non, parce que je crois que le fait que j'ai eu cette expérience avant dans la production me donnait un recul aussi différent. Et puis, il se trouve qu'on partageait une vision commune du film. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein d'échanges, parce qu'on cherche, On n'arrive pas avec des réponses. On arrive chaque matin avec un peu des questions. Tiens, si on essayait ça, ce serait rigolo cette scène. Et si on changeait le décor, finalement, on les mettrait pas à la piscine, mais on ferait ah oui, mais j'ai entendu. Enfin voilà, on se laisse un peu aussi porter par nos idées, les surprises et l'apport de chacun. Mais on partageait la même vision, on voulait le même film, qui est un film qui correspond tout à fait à mon écriture, c'est-à-dire qu'il est dans ce mélange entre des émotions et aussi toujours une pointe d'ironie et d'humour sur des sujets de société. Donc c'est-à-dire qu'on est c'est ni franchement une comédie ni une dramédie. Il y a une forme de, je ne sais pas comment qualifier mon univers, mais un peu d'humanisme, on va dire. Il y a une cohabitation de deux tonalités. Ouais, moi j'aime beaucoup le film. Ça s'appelle Les Beaux Jours, le film. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, il n'a pas le même titre que... Non, j'aime le film. On est allé au César. Il s'est beaucoup vendu dans le monde. On a eu un vrai succès critique et un très bon accueil du public. C'était une super chouette première expérience pour moi. Et tu avais eu un prix, le prix Confidentiel de Milan. Ça, c'était pour mon livre. Ça, pour le livre. Prix Charles-X Braya, surtout à Saint-Étienne. Et deux autres prix, ouais. C'est un joli succès pour un premier livre. C'était bien, ouais, tout à fait.
Et puis il y en a un deuxième, on va en parler après la pause. C'est parti. Et donc là, on va écouter un deuxième type de Balthazar. Alors, c'est pas sympa ce que tu as fait, parce que normalement, je laisse aux invités de dire les titres en anglais pour ne pas avoir mon accent anglais déplorable. On va écouter ton accent sans aucun jugement. C'est pas gentil, hein. Long Faces, oh, mais c'est magnifique. Balthazar. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro pour mon émission 1 heure ensemble, et aujourd'hui nous passons cette émission avec Fanny Chenel, écrivaine et scénariste, auteure de son premier roman Une fille aux cheveux blancs paru en 2011, qui a été adapté au cinéma sous le titre Les Beaux Jours avec Fanny Ardant dans le rôle titre. Donc on vient d'en parler juste avant cette pause musicale. On a parlé on a évoqué ton nouveau roman dont on va beaucoup plus longuement parler maintenant, qui s'appelle Le Berceau, qui est sorti en février chez Flammarion. Et alors j'ai imprimé le résumé qu'il y a sur le site de ton éditeur. Ah oui. Alors, je me permets de le lire. Allons-y. Voilà, Le Berceau. Joseph fabrique le berceau de sa première petite fille lorsqu'un coup de téléphone l'interrompt. Un crash d'avion, son fils dedans, son gendre aussi. Et la petite alors, sauve, bien vivante. Prête à naître, car grandissant dans le ventre d'une mère porteuse canadienne choisie par le couple homosexuel. Joseph n'a jamais foutu les pieds hors de sa Normandie natale. Il a passé sa vie dans une ferme, vendu ses vaches, enterré sa femme. Il n'y a plus que cet enfant en tête. Alors il part, à la rencontre de la minuscule promesse qui prolonge l'existence de son fils, à la rencontre de la jeune étrangère, farouche et indomptable, qui la couve. Rien n'est simple dans cette histoire, mais il se lance à plein régime dans une réinvention audacieuse et poignante de la famille contemporaine. Rien que ça. Il y a plein de sujets, plein de sujets à l'intérieur de ce livre. Tu veux commencer par quoi? Il y a plein de choses à dire. Non, il y a plein de choses à dire. Et moi qui accompagne ce livre là dans les différents salons et toutes les librairies sur les routes de France depuis le début du mois de février, je vois souvent deux types de réactions. La première qui est tiens, ça m'intéresse, c'est intéressant de parler de ce sujet de société, c'est original. Et la deuxième qui oulala, ouais, il repose le livre en disant oulala, c'est pas pour moi, ça a l'air plombant, ça a l'air lourd, ça a l'air trop chargé, ou bien les questions très clivantes de la gestation pour autrui. Oui. J'ai pas du tout envie de parler de ça, je suis contre, farouchement opposée. Et alors justement, ce sont des questions que j'embrasse de manière très, très large, et surtout j'avais envie de parler de ça, alors pour plein de raisons, on va en parler. Mais j'avais envie d'en parler en dézoomant complètement, en n'étant pas du tout dans un combat, une thèse, en n'étant ni sentencieuse, ni moralisatrice, ni voilà. J'avais vraiment envie de l'aborder par l'émotion, à travers le personnage d'un grand-père, et c'est à ce personnage que les lecteurs, semble-t-il, s'attachent beaucoup. Joseph, qui est directement inspiré d'un membre de ma famille qui est agriculteur retraité. Ton oncle, c'est ça, oui. L'oncle de mon mari, en réalité. L'oncle de ton mari, oui, d'accord. dans le Cotentin, qui a effectivement maintenant laissé son exploitation à son fils, en l'occurrence. Mais voilà, qui a cet attachement à ces bêtes très profond, très, très émouvant aussi, et qui est un personnage... le vrai Joseph, comme mon Joseph à moi, assez bourru, mais derrière ses yeux bleus, là, couleur d'eau de mer, on devine une grande sensibilité, une grande pudeur. Et c'est ce personnage-là qui est confronté à une situation un peu hors norme. Effectivement, là, on bascule dans la fiction et dans mon Joseph à moi. Parce que il a un grand-fils qui lui a pas eu la même trajectoire que la sienne, qui a fait des études brillantes et qui s'est expatrié aux États-Unis, qui s'est rendu compte assez tôt qu'il était homosexuel, et son papa Joseph donc a accepté un peu tout ça comme un état de fait. Parce que c'est pas quelqu'un qui est dans le commentaire, c'est pas quelqu'un qui a des positions arrêtées sur les choses. Il est un peu toujours guidé par ce bon sens pragmatique et paysan qui fait que un problème, une solution. Mon fils est différent de moi, mais c'est pour moi un motif d'émerveillement. Il n'est pas question que je me fâche avec lui, et je l'aime et point.
À la fois, Joseph n'est pas un papa du tout idéal, hein, c'est-à-dire qu'il a bossé dans sa ferme non-stop, tout le temps, le samedi, le dimanche, et il n'était pas présent particulièrement pour ses enfants. Mais justement, quand il apprend que son fils attend une petite fille, par une mère porteuse, hein, par la force des choses, il est extrêmement ému à l'idée de l'arrivée de cet enfant. Et on démarre le livre là, c'est-à-dire que le livre commence alors que Joseph vient d'achever la fabrication du berceau de cette petite fille dans son atelier avec tout ce que ça peut... Le début du livre est très sensoriel, on sent le bois, le travail et tout le cœur que ce grand-père y met. Et le téléphone sonne et là effectivement il apprend la nouvelle tragique de cet accident d'avion. Moi, c'est pas du tout l'aspect sensationnaliste qui m'intéressait là-dedans, mais c'est le fait de la brutalité de cette nouvelle, certes, mais aussi le fait qu'il n'y ait pas de sépulture, pas de corps, et que Joseph, du coup, soit aussi confronté à un deuil contre nature, mais que très vite il soit projeté vers cette question à laquelle il n'a pas de réponse au départ. C'est qu'est-ce qu'elle va devenir, cette petite fille? Est-ce que moi je suis son grand-père vraiment? Juridiquement, ça reste à prouver. Qu'est-ce que je fais? Je connais pas la mère porteuse, j'ai pas son nom, j'ai pas son adresse, parce que mon fils avait bien fait les choses et qu'il avait volontairement séparé les deux mondes, la famille du bébé et puis de la mère porteuse qui a vocation à être là que 9 mois pour prêter son utérus et à disparaître, entre guillemets. Donc Joseph se retrouve vraiment projeté dans notre époque, lui qui n'a jamais pris l'avion, qui n'est jamais sorti de sa ferme, qui n'a jamais voyagé donc, et qui prend conscience assez rapidement qu'il va devoir aller au devant de cette situation, aller à la rencontre de cette petite fille, retrouver sa mère porteuse, violer l'intimité de son fils de manière posthume en allant fouiller dans ses mails pour essayer de comprendre où cette mère porteuse habite, comment elle s'appelle, comment la retrouver, essayer juridiquement de démêler un peu... La complexité de cette situation à laquelle il est confronté. Donc ça pose des enjeux extrêmement contemporains et à la fois il y a une promesse très romanesque dans tout ça parce que c'est le grand périple d'un vieil homme, d'un homme de 65 ans qui a encore beaucoup de choses à délivrer et à vivre. Il va traverser l'Atlantique, c'est ça? Il va traverser l'Atlantique et c'est un livre qui interroge nos racines. D'où l'on vient, c'est jamais complètement inutile de savoir d'où l'on vient, et qu'est-ce qu'on peut construire avec tous les déracinements de notre époque et les nouvelles alliances qui se créent. Parce que la gamine qui est mère porteuse de l'autre côté de l'Atlantique, elle aussi, c'est une déracinée. Et en plus, c'est pas n'importe où, c'est au Nouveau-Brunswick, qui est un berceau de la francophonie. Donc il y a tout un tas de berceaux. Qui est au nord du Québec, pour situer pour les auditeurs. Oui, pardon. En réalité, ce qui me plaisait aussi, c'était la promesse de cette rencontre entre deux générations, entre des valeurs et des personnages qui sont porteurs de valeurs, qui a priori n'ont rien à faire ensemble. Et de regarder... quand on met les ingrédients comme ça, ce que ça peut donner sur le plan humain de riche et de surprenant. Donc il y a une part de comédie, même si le point de départ est très dramatique, il y a aussi, c'est très drôlatique et romanesque et le parcours de cet homme. Et là j'étais invitée au festival de Caen dimanche, j'étais avec Emmanuel Hirsch qui est le directeur national du comité d'éthique. C'était hyper intéressant, d'ailleurs on va se revoir certainement. Il m'a proposé qu'on se revoie et qu'on retravaille éventuellement ensemble parce qu'il d'abord il m'avait lu avec beaucoup d'attention et de curiosité et ça m'a touchée. On était aussi en compagnie de Nicole Douarin qui est secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, qui elle est spécialiste de l'embryologie. Donc c'était un débat de haut niveau, on va dire, de haut vol, dans lequel moi je les écoutais beaucoup, et en même temps je sentais que ma position de romancière
apporter une modeste contribution au débat, parce que le fait c'est comme une mise en pratique, c'est-à-dire que j'inverse le point de vue. C'est pas qu'est-ce qui se passe si la mère porteuse veut pas rendre l'enfant. Tout à coup, qu'est-ce qui se passe si les deux parents commanditaires, destinataires d'intention du bébé sont plus là à l'arrivée. Qu'est-ce qu'il advient pour elle, et qu'est-ce qui se passe si un grand-père se retrouve tout à coup à devoir se positionner sur sa descendance, sa filiation. Donc c'est un livre qui parle de questions très universelles que sont nos racines, la filiation, l'héritage, la transmission, et de manière beaucoup plus actuelle, des questions que posent ces progrès scientifiques que les fécondations in vitro permettent maintenant, la gestation pour autrui, etc. Et moi, à titre personnel, j'ai eu 2 enfants par fécondation in vitro. Donc, ce sont des questions que je me suis posées très jeune. J'ai commencé ce parcours, j'avais 28 ans aussi, d'ailleurs, en même temps que mon premier roman. La gestation était double. Et ça m'a permis de rencontrer plein de gens, de regarder ça avec un peu de distance et d'émotion aussi, bien sûr. Et donc, tu t'es nourrie de toutes ces rencontres? Oui, alors moi, j'ai porté mes enfants, sont mes enfants biologiques, ceux de mon mari, mais néanmoins... le fait d'être... Tu t'es intéressée au sujet de très près. De très près, oui. Et ça t'a inspiré, et tu as mis longtemps à écrire. Est-ce que l'idée te vienne Non, c'est venu un matin. Ce sont des sujets qui m'importent, mais cette idée du grand-père, un peu nouvelle figure du patriarche du 21e siècle, ce gardien de troupeau qui se transforme un peu en louve, toutes ces thématiques m'attiraient. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant de voir ce qu'il ferait, lui... cette personne qu'on n'interroge a priori jamais sur ce genre de sujet, j'aimerais bien le voir réagir avec son émotion et son bon sens. J'aimerais bien faire ce voyage avec lui pour réfléchir à ces questions contemporaines avec lui. Et je me suis glissée dans la peau de ce personnage, et ça a été... j'ai adoré ça. Voilà. Et les premiers retours que tu as Les premiers retours sont très émouvants. Je crois que vraiment les gens qui lisent Mon berceau s'attachent beaucoup à Joseph, et y compris des gens qui après me disaient: oh, je m'attendais vraiment pas, le pitch me faisait peur, ou ces questions-là, moi je suis très contre la gestation pour autrui, mais finalement j'ai pleuré à la fin, ça m'a émue, il y a plein de choses. Donc je sens que les gens embarquent avec lui. Et ça me touche. Et puis des réflexions sur l'écriture aussi, parce que moi je grandis littérairement pendant ce temps-là, de livre en livre. Il s'est passé beaucoup de temps en plus entre mes 2 romans. D'abord, j'ai eu mes 2 enfants, j'ai voulu leur consacrer pas mal de temps. J'ai écrit beaucoup plus pour le cinéma ensuite, comme scénariste. Et puis, je voulais changer d'éditeur pour des raisons qui me sont très personnelles, parce que Albin Michel, Flammarion sont 2 maisons équivalentes du point de vue du grand public. Mais j'avais besoin d'un accompagnement. Moi, je fais les choses pour que ça ait beaucoup du sens. Et humainement, je ne m'y retrouvais pas complètement là-bas. Et chez Flammarion, je suis comblée. Mes éditrices sont vraiment adorables. Et cette confiance qu'elle me témoigne m'a permis d'écrire tout de suite un autre livre qui va sortir en 2020. Donc là, il se passera moins de temps. On va justement faire une dernière pause musicale et parler de tes futurs projets, parce que très bien. Une adaptation du berceau en cours, un nouveau livre. Oui. Et puis... Et un autre projet, j'espère passer à la réalisation d'un long métrage que j'ai écrit, qui s'appelle Les Cigognes. Donc on est encore sur des thématiques proches. C'est bien, t'as peur de t'ennuyer, c'est ça? Eh ben, on va tout de suite écouter le dernier morceau de Balthazar. Et je te laisse le prononcer cette fois-ci. Wrong Vibration. Exactement. Wow. Balthazar, tout de suite sur La Voix d'Ambroise Paré. La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes bien sur La Voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro pour mon émission Une heure ensemble, émission que nous passons en compagnie de Fanny Chanel aujourd'hui, écrivaine et scénariste. Nous avons parlé dans la première partie de l'émission de ton premier roman qui est adapté au cinéma, de ton deuxième roman Le Berceau qui vient de sortir il y a peu, et puis nous allons parler maintenant de tes projets. Et donc dans tes projets, il y a entre autres l'adaptation cinématographique
pardon, de C'est ton dur à deuxième dire. roman. Donc, 2 romans, 2 films. Tac, efficacité. J'espère, on n'y est pas encore. Le premier est sorti, c'est évident. Après, c'est toujours un petit parcours du combattant, hein. L'écriture d'un film et sa réalisation et sa sortie en salle. Mais c'est très bien parti. Ça suscite l'intérêt de beaucoup de producteurs. Le choix n'a pas encore été complètement arrêté sur la manière dont on allait organiser les choses. Mais voilà, depuis le début, je sens que vraiment ce sujet interpelle, intéresse et qu'il a toute légitimité à être portée à l'écran. Donc, je vais m'y atteler, je vais l'écrire. Et ça serait réalisé par... Je ne sais pas encore. Pas encore. Non, et Il y a puis pas même, encore les... il y a aussi des gens qui... Il y a pas mal de Oui, c'est lecteurs un peu qui délicat, arrivent et disent, oui. alors moi, je vois, j'imagine Un tel ou un tel ou un tel. Et à la fois, je ne veux pas trop dire parce que pour l'instant, c'est d'abord et avant tout un livre. Et je trouve ça bien que les lecteurs puissent s'imaginer leur Joseph à eux, leur personnage, parce que c'est un espace d'appropriation qui est très libre pour le lecteur, et qu'une fois qu'on a un acteur en tête, on lit, ça se superpose et ça restreint un peu. Tu dois avoir un petit... Sans moi, vouloir nous le dire, idée, mais je ne vous le dirai pas. Voilà. Et puis d'abord, vous savez, quand on arrive au casting, on a déjà le scénario qui est écrit, tu sais, donc l'acteur, on lui soumet un scénario qui est déjà très très avancé, très abouti. Oui. Ensuite, on refait quelques allers-retours au gré des différents partenaires qui nous rejoignent, les financiers, etc., les distributeurs. Mais globalement, l'acteur, il lit pratiquement le scénario final. Donc, on n'y est pas encore à cette étape. Il va falloir bosser. Quand ça sera le cas, tu viendras nous revoir. Donc, il y a ça, effectivement, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et puis un autre livre aussi. Il y a l'autre livre que je suis en train de retravailler, mais qui a été déjà validé et lu en février dernier. Donc au moment où mon berceau sortait, Flammarion lisait déjà le suivant. Qui sortira en 2020, on n'a pas la date exacte. D'accord. Et tu peux déjà nous en dire un petit peu? Oui, c'est l'histoire d'un adolescent qui s'appelle César, qui est boulonnais. D'ailleurs, tiens, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais là, pour le coup, cette fois, ça s'ancre beaucoup plus à Boulogne, qui est le petit dernier d'une famille de premier, d'une famille très élitiste. Il a 2 frères jumeaux, l'un qui est à Polytechnique et l'autre à HEC. Ça se passe plutôt pas mal dans la famille, et en même temps, la réussite est plus qu'une injonction, c'est une norme. Et mon César vient de rentrer à Louis-le-Grand, lui. Donc, il part à vélo sur les quais tous les matins de Boulogne pour aller à son lycée. Puis, le livre démarre. Un matin, il a une paralysie de la jambe. Il n'arrive plus à bouger. Et c'est un livre sur l'émancipation, sur le droit à l'échec, sur la pression que peut vivre aussi cette génération. Je me suis beaucoup documentée auprès de psychologues, d'adolescents, parce qu'il y a un phénomène de burn-out, de plus en plus d'adolescents qui se cabrent un peu là, dans ces âges-là, en entrant au lycée, face au système scolaire, face à la pression, des injonctions aussi qu'ils estiment être un peu paradoxales et dont ils ne savent pas quoi faire. Donc, c'est comment grandir, et encore une fois un âge charnière sur la réinvention de soi et la transgression. Donc ça, c'est ça. Un âge de transition, comme tu disais tout à l'heure, dans ton premier roman, une personne qui part à la retraite. Exactement. Et qui va avoir une toute autre vie. Lui, il quitte pas la vie active, il quitte l'enfance. Pas rien quand même de quitter l'enfance. On a le droit d'en garder des petits bouts quand même. Hein. On la quitte jamais vraiment. Complètement. Mais c'est une mue qui l'opère, et c'est à la fois difficile et fascinant comme période. Donc moi, ça m'intéressait beaucoup. J'ai adoré passer du temps avec lui. J'y passe encore du temps. J'étais encore avec lui ce matin. C'est marrant, tu parles d'eux comme s'ils existaient vraiment. Ouais. Ah bah pour moi, oui. Moi, je passe mes journées avec eux. Donc... Mais c'est bon, je ne suis pas complètement folle le soir. Je comprends bien ce sont des êtres de papier. C'est pas avec eux que je passe ma vraie vie non plus. Mais un certain nombre d'heures, de toute évidence. Et puis, le prochain projet aussi là, sur lequel je travaille, c'est que j'ai écrit un scénario qui s'appelle donc Les Cigognes. Les Cigognes, oui. Qui est l'histoire d'un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants et dont on suit la translation de l'histoire d'amour un peu vers l'hôpital, et comment est-ce que ce désir très naturel, pas tellement questionné, assez intime, devient tout à coup l'objet une espèce de rapt un peu organisé par la science et l'équipe médicale qui est au service du couple, mais qui tout à coup aussi décale un peu tous les enjeux. Un petit peu ce que
tu as vécu finalement, ce que j'ai tu me vécu disais tout à l'heure. complètement, même si je transpose énormément les choses, Oui. parce que j'ai suffisamment de recul maintenant, mes enfants sont un peu plus grands, pour en parler. Mais c'est un sujet qui ne tient pas à cœur. Ouais, ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur. Et je pense vraiment que finalement, le cinéma ne s'en est jamais emparé frontalement. On en parle, il y a des personnages secondaires, on sait que ça existe. Ça n'a jamais été raconté comme ça. Et là, je veux l'aborder aussi à travers l'angle de la désertification médicale, parce que la ville dont je viens, Cherbourg, le centre de PMA a été fermé. Donc les gens qui se retrouvent dans cette situation actuellement, ils sont obligés d'aller à Caen. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont nombreux cette région, c'est à plus d'1 heure de route. Donc aller-retour, c'est 2 heures par jour. Sauf qu'on est constamment convoqué pour des échos, à l'aube, des prises de sang, des examens. Donc c'est quand même très compliqué cette affaire-là. Donc je lis ces 2 sujets. Et il y a une trame un peu sociale, et en même temps, c'est une histoire d'amour, avec toute l'émotion que ça suppose. Et donc ça, ce n'est pas un livre, c'est un scénario. C'est un scénario que je compte réaliser. Voilà, on en vient à la réalisation. On en vient à ce projet. Et quelle expérience tu as puisque tout à l'heure, en début d'émission, je t'ai demandé sur ton expérience si tu as une expérience dans la réalisation dans l'école de cinéma. Pas vraiment. C'est-à-dire que j'ai fait une formation derrière la caméra, oui. De toute façon, c'est toujours un saut pour tout le monde, un peu dans le vide, de se lancer dans la réalisation d'une œuvre. Mais ce qui compte, évidemment, c'est d'avoir quand même une expérience. Moi, elle est multiple. J'ai été dans la production, je suis scénariste, j'ai été comédienne. Donc, je le milieu du cinéma, tu connais. Voilà. Y compris sur la direction d'acteurs qui m'intéresse beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps avec des comédiens, les diriger. La mise en scène m'intéresse depuis toujours. Donc, je ne suis pas novice en la matière. Cependant, j'ai jamais réalisé de court-métrage. J'aime bien les courts-métrages, mais c'est une forme qui m'a jamais vraiment attirée. Et disons que j'avais toujours l'impression que ce serait un exercice de style. Ça me motivait pas beaucoup. Moi, je suis toujours un peu appelée par des sujets, les idées me viennent et j'ai envie de les écrire. Et c'est souvent sous des formes longues. J'ai aussi des projets de séries pour la télévision. Mais la forme très très courte du court-métrage, qui est souvent très concept, m'attire pas plus que ça. Donc j'aurais eu l'impression de tricher un peu et de faire ma bonne élève et de rendre une copie pour avoir une bonne note. Quelque chose d'un peu trop scolaire, on va dire. Très scolaire. Ça m'a Donc toi, tu as envie d'aller directement dans le long métrage. Oui. En même temps, premier roman... Oui. Tu gagnes des prix, ça adapte cinéma. Deuxième roman, on parle d'adapte cinéma. Oui, alors c'est pas pour ça que je vais réaliser un super film. J'espère que tu auras de garantie succès. Quand même. Oui, non, mais bon. La garantie, en tout cas, que je peux donner, c'est que je me porte garante de la vision du film. C'est un film que je vois. Donc, comme j'en ai la vision, je me dis que c'est à moi de le réaliser, celui-là. Et voilà. Ça fait beaucoup de jolis projets alors pour les prochaines années. Exactement. J'espère que tu reviendras à plusieurs reprises pour nous parler de ton nouveau livre. Avec joie, et merci beaucoup pour cette invitation. Ça me touche beaucoup parce que moi j'ai passé pas mal de temps dans les hôpitaux, parfois pour moi, pour mes enfants, pour ma nièce qui est très malade, et je trouve ça essentiel d'envoyer des bonnes ondes positives dans ces journées qui peuvent parfois s'avérer être un peu longues. Donc je suis ravie et très touchée par cette invitation. Merci. Merci énormément à toi. Je te souhaite vraiment bon courage pour l'écriture. J'espère que ton projet va aboutir. Mon petit doigt me dit qu'on va te retrouver à l'hôpital avec La Voix d'Ambroise Paré au mois de décembre, puisque je rappelle à nos auditeurs, quand ils seront sortis en pleine forme de l'hôpital, ils pourront revenir de l'extérieur au mois de décembre. C'est le jeudi 5 décembre, un événement qui s'appelle Lire à l'hôpital, et on en a parlé avant l'émission. Tu as notre... on espère de tout cœur que tu puisses te joindre à nous pour cette nouvelle édition. Et puis rendez-vous au cinéma dans quelques années pour l'adaptation du Berceau. C'est parfait, on fait ça. Et puis pour nos auditeurs, écoutez, on vous souhaite un très bon rétablissement, un bon retour chez vous. Et pour Fanny Chenel, si ça vous intéresse, allez chez votre libraire, Le Berceau, qui vient juste de sortir. Suivez-la sur sa page Facebook officielle aussi, Fanny Chenel. Voilà, vous allez avoir son actualité et puis des petits morceaux d'interview qu'on voit régulièrement, que tu mets, dont les interventions que tu as faites ce week-end, que j'ai eu l'occasion de voir. Donc, chers auditeurs, on vous souhaite un très bon retour chez vous. Portez-vous bien. Et je vous rebascule sur le flux musical de La Voix d'Ambroise Paré. Merci beaucoup. La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.